Bonjour à tous, bienvenue dans les studios du Figaro TV. De quoi le casse du Louvre est-il le nom? On demandera son point de vue à Thibaut de Montbrial. Il vient de faire un état des lieux glaçant mais absolument indispensable sur la sécurité. On reviendra ensemble d'ailleurs sur ces révélations. Autre révélation, celle du député Renaissance Charles Rodwell. Il est l'auteur d'un travail inédit, une enquête sur les coûts des accords d'immigration de 1968 entre la France et l'Algérie. 2 milliards d'euros au moins. En tous les cas, c'est la fourchette basse, très basse. Et puis, un témoignage édifiant, celui d'un ancien toxicomane touché par la grâce. Récits et conseils à la fin de cette émission. Point de vue, c'est parti. Bonjour Thibaut de Montbrial. Bonjour Vincent Roux. De quoi le cambriolage au Louvre et le vol des bijoux des couronnes de France est le nom? Moi je l'ai ressenti comme une humiliation, à la fois personnelle et nationale. Le fait de se faire voler nos joyaux en plein cœur de Paris, en pleine journée, un dimanche, avec un camion qui se gare, des gens qui passent par une fenêtre dont l'alarme avait été défectueuse, dont la défection avait été constatée quelques semaines avant, au milieu de la foule. Tout ça, c'est quelque chose qui est consternant, qui en même temps claque un petit peu comme le symbole de nos insuffisances. On va rester dans l'euphémisme. Précisément, peut-être sur les faits eux-mêmes, on a dit c'est l'œuvre de professionnels. Le sont-ils tant que ça? C'est impossible de répondre à cette question, mais je pense que oui. Un minimum, parce qu'il faut, il faut de la détermination et si vous voulez, il faut être suffisamment professionnel pour connaître les failles du système. Moi, je mettrais bien une petite pièce sur une complicité interne, j'ai aucune preuve, hein, mais là, comme ça, en constatant les choses, je pense que ce sont... moi, si vous voulez, j'ai eu des dossiers comme avocat avec des braquages décidés 2 heures avant par des abrutis en mal de cannabis. Manifestement, c'est pas ça. Quelles sont les failles dans la sécurité du Louvre? Ah bah, j'en sais rien. C'est l'enquête qui va le déterminer. Ce que je trouve consternant, j'ai cru comprendre qu'il y a un rapport de la Cour des comptes qui va sortir dans quelques semaines précisément. Révélé par le Figaro. Hein. Précisément sur ce sujet. Et je trouve consternant qu'une fois de plus, et d'ailleurs ça permet peut-être de dézoomer, la sécurité est quelque chose qui n'est pas suffisamment pris au sérieux. C'est la dernière roue du carrosse dans beaucoup de grands domaines. Et on se rend compte qu'il fallait renforcer la sécurité une fois que le mal est fait. Mais ça montre, je vous dis encore une fois, pour moi, cette affaire est une synthèse de nos insuffisances et une profonde humiliation. En quoi c'est une synthèse des insuffisances? Enfin, je me répète, une action comme ça qui se passe en plein Paris, avec un camion qui se gare, des gens qui rentrent dans le musée alors qu'il y a déjà des... Ça, au plan synthétique, ça je le comprends, oui, mais quelles sont les insuffisances précises? Mais toutes. La réaction de la police Non, mais la réaction de la police, la police est venue 1 minute après avoir été appelée. Donc là, la police est probablement la seule institution qui ne soit pas en cause dans l'humiliation. Mais tout le reste, comment est-ce que la France, en 2025, le ministère de la Culture, peut ne pas avoir considéré l'hypothèse que des gens s'en prennent à un musée comme le Louvre, quand on sait que paradoxalement, les musées sont beaucoup moins protégés que les bijouteries et qu'il y a des trésors qui valent bien plus que ce qu'on trouve dans la plupart des bijouteries. Il y a un mélange de naïveté, de faiblesse, d'indifférence. Enfin, je pense que c'est vraiment la synthèse de faiblesse nationale profonde. J'imagine que je connais la réponse, mais je vous pose quand même la question. C'est la question du jour sur le site du Figaro. Est-ce qu'il faut réaffecter les fonds pour la rénovation des musées en priorité à leur sécurisation? Si les musées sont pillés, la question de leur rénovation ne se posera plus. Vous savez, la sécurité, mais là c'est pareil pour un pays, et c'est ce que j'écris dans mon livre, c'est le socle. C'est le socle sur lequel vous allez pouvoir construire. Si vous n'êtes pas en sécurité à titre personnel ou en tant que collectif, si un pays n'est pas en sécurité, aucun de vos projets ne peut prospérer, puisque vous êtes en risque. Donc la sécurité, c'est un socle. C'est ni de droite ni de gauche, la sécurité, Vincent Roux. C'est le socle qui permet de construire ensuite tous ces projets. C'est vrai aussi pour les musées nationaux. Dans votre livre, vous démontrez, statistiques, mais surtout révélations à l'appui,
qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je vous posais la question sur le Louvre, nous avons franchi un niveau d'insécurité inédit. D'ailleurs, question, est-ce que ce qui s'est passé au Louvre est l'illustration de ce cap franchi? Alors, oui, dans une certaine mesure, sur la somme de nos insuffisances, mais il y a une dimension que, heureusement, il n'y a pas eu au Louvre, et qui, par contre, est spectaculaire depuis une quinzaine d'années, et en particulier les 5 dernières années, c'est l'explosion de la violence. Donc ça n'a pas été le cas au Louvre, mais dans mon livre, vous savez, je l'ai écrit sur 2 grands piliers de réalité. Le premier, ce sont les statistiques officielles. Et le deuxième, c'est que ça fait 18 mois que, comme avocat, comme président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure et comme réserviste opérationnel de la gendarmerie, dans chacune de ces activités, je rencontre des gens. J'ai fait 31 réunions publiques, j'ai vu plus de 5000 personnes, dont des élus locaux. Tout le monde, en France, me raconte la même chose, ce que disent les statistiques, mais les gens le vivent. Il y a des gens derrière les statistiques. C'est une explosion de l'insécurité et de la violence physique, une insécurité physique. Donc c'est ça qui est extrêmement inquiétant et qui est le signe les conséquences d'un État qui a renoncé à l'exercice de l'autorité depuis longtemps. C'est l'addition qui est en train d'arriver. Et si vous ajoutez à cette défaillance structurelle de l'État à exercer son autorité, l'autorité constitutionnelle dont il a la charge, si vous ajoutez la crise de la dette, ça ne nous annonce pas des lendemains qui chantent. On va revenir peut-être justement sur cette combinaison. Il y a quelque chose qui frappe également en lisant votre livre, outre la montée de la violence, et effectivement vous le détaillez, c'est très très glaçant, mais c'est vraiment édifiant parce qu'on n'a même pas idée du degré d'hyperviolence auquel on est parvenu aujourd'hui. Il y a au cœur de cette montée, il y a la hardiesse et le sentiment d'impunité. Oui, aujourd'hui, ce qu'on constate, et c'est beaucoup les actes de la grande criminalité organisée, c'est que, à tort ou à raison, parce que parfois il y a encore des choses qui marchent, mais ils n'ont absolument plus peur de l'appareil d'État. Les gens qui vont, les narcotrafiquants qui, à Incarville, en mai 2024, vont faire libérer Mohamed Amra, ils font une opération de type militaire et ils tirent sur les surveillants de la pénitentiaire. Et ce qui est intéressant dans ce que vous dites dans votre livre, c'est qu'ils tirent sur les surveillants de la pénitentiaire, non pas parce que les surveillants de la pénitentiaire leur feraient obstacle, mais pour autre chose. Bah, c'est ce que j'allais dire. C'était la fin de ma phrase. Je vous laisse dire. À Incarville, les membres du commando qui ont tué 2 surveillants, qui en ont blessé 3 autres, ont tiré, je ne sais pas si c'est pour le plaisir, par sadisme, par indifférence, par provocation, mais ils ont tiré alors que les besoins tactiques de leur opération ne le nécessitaient pas, puisque les surveillants avaient déjà cessé l'action. Vous dites dans votre livre que c'était aussi pour montrer leur domination. Oui, c'est ça. C'est la synthèse de tout ce que je viens de dire. On a aujourd'hui, quand vous parlez à des magistrats qui sont dans la lutte anti-narco, ils vous expliquent que dans les mois qui viennent, certains des magistrats seront sans doute tués, peut-être des policiers aussi. Il y a 2 grandes entités, 2 grandes contre-cultures qui profitent de la faiblesse de l'État. Le premier, c'est la grande criminalité organisée, donc le narcotrafic, et le deuxième, c'est l'islamisme. Le point commun entre les deux, c'est la hardiesse que vous évoquez dans votre question et qui se nourrit de la faiblesse de l'État. Comme en face, il n'y a pas de réponse, une fois que les bornes sont franchies, il n'y a plus de limite, et donc ça rentre. Et pour le narcotrafic, c'est la combinaison entre l'ultraviolence et la corruption, qui sont des mamelles qu'on a vu naître en Amérique du Sud, et qui sont extrêmement inquiétantes parce que ça peut amener à l'effondrement de l'État. Alors, justement, autre point que vous soulignez, c'est que cette non-réponse de l'État... Question, est-ce que c'est dû à un manque de moyens ou c'est dû à un manque de volonté? Les deux. C'est d'abord dû, sur la durée, parce que ça ne date pas d'hier, c'est une évolution sur 30 ou 40 ans, à une forme de naïveté, c'est-à-dire qu'on était arrivé, après les 30 Glorieuses, à une société qui était sans doute le moment où il a fait le plus bon vivre en France dans toute l'histoire de France, l'histoire millénaire de notre beau pays. On a pensé peut-être que les problèmes de sécurité allaient être réglés par la prospérité économique. Par exemple, c'est le credo de quelqu'un comme Emmanuel Macron. Même après 8 ans de pouvoir, il pense toujours, il y a toujours cette chimère en lui que la sécurité sera assurée grâce à la prospérité. Toutes les questions d'identité, de violence intrinsèque à l'être humain, tout ça ne sont pas dans son ADN. Eh bien, l'addition est arrivée. On a laissé filer l'immigration, on a laissé filer la nécessaire sévérité
qui doit être accolé à la façon dont la justice fonctionne. Et on a aujourd'hui un État qui ne protège plus, alors que c'est sa première fonction. Et bien au-delà des policiers, des gendarmes et des juges, c'est une problématique maintenant qui atteint les élus, qui sont agressés tous les jours, les hôpitaux, où il se passe des horreurs tous les jours avec des soignants, des infirmières et les médecins qui sont agressés, et les profs, et l'école. Les hôpitaux, par exemple. Ouais, les hôpitaux, tous les jours, il y a des agressions, il y a des gens qui ne sont pas contents parce qu'ils attendent aux urgences et qui donc s'en prennent aux médecins. Vous avez aussi, puisqu'on parlait de grande criminalité, des règlements de compte où des gens arrivent blessés par balle et où la nuit, il y a des groupes qui viennent pour essayer de les achever. Vous avez des islamistes qui refusent que ce soit des hommes qui s'occupent de leurs femmes dans les différents services, et avec, encore une fois, des incidents tous les jours. Mais pourquoi est-ce que ceux qui veulent de tester l'État s'arrêteraient, puisque en face, ça ne répond plus? Moi, ce que je pense, c'est beaucoup plus qu'une théorie, j'en suis convaincu, parce que c'est inhérent au fonctionnement de l'être humain, qui est fort avec les faibles et faible avec les forts. C'est que le jour où nous aurons un État, ou plus exactement des gouvernants, parce que c'est concret, c'est pas abstrait, qui auront le courage, c'est une autre manière de répondre à votre question, de faire appliquer tout simplement la loi. C'est même pas... Après, on peut parler de choses qu'il faudrait améliorer dans la loi. J'ai quelques idées. Ce que vous dites, c'est l'application de la loi. C'est l'application de la loi. La force légitime, tout changera. Le cercle vicieux qui nous amène vers le bas deviendra un cercle vertueux qui nous ramènera vers le haut, le jour où l'État assumera l'usage de la force légitime face à ceux qui sont violents. Et le jour où l'autorité commencera à être rétablie, ce sera vertueux pour tout le monde. Les profs, les soignants, tout le monde se ressentira soutenu. Les têtes se relèveront, les épaules ressortiront. Mais pour ça, il faut assumer que face à une délinquance violente, la réponse est dans l'utilisation de la force. Tant que ce seront les policiers et les gendarmes qui partiront, comme on voit sur des vidéos, parce que les délinquants leur disent « dégagez, maintenant vous êtes chez nous », et que comme ils sont en infériorité numérique et qu'ils n'osent pas défendre leur territoire, ils reculent. Tant que nous aurons ces scènes-là, nous serons promis à l'avenir le plus noir. Et ces scènes-là constituent un autre cap qui est franchi. Il faut l'expliquer d'ailleurs, hein, le recul. À la fois le point commun avec les deux surveillants de la pénitentiaire assassinés au moment de l'évasion d'Amra, les policiers lynchés ou battus à terre, comme on l'a vu notamment à Reims, ou bien les policiers qui parfois reculent devant les tirs de projectiles, sont les trois faces d'une même scène qui est celle du recul à chaque fois de l'État et de la force légitime de l'État. Le courage, c'est des politiques et des hauts fonctionnaires qui assument que quand la police ou les citoyens sont pris à partie, il faut utiliser la force. Et si en face un voyou... Pardon, mais... Quand vous dites utiliser la force, c'est d'ailleurs tirer, hein. Non, mais tirer quand la situation, quand le degré de violence en face l'exige. Mais ce que je veux dire par là, au-delà des cas tactiques au cas par cas, c'est que si ça implique de tuer des voyous dans le cadre légal, je dis bien dans le cadre légal, mais si ça implique de tuer des voyous, eh bien, ainsi soit-il. Moi, je vais vous dire... Un citoyen qui est tué, c'est une tragédie. Un policier qui est tué, c'est un drame. Un voyou qui est tué, c'est le résultat d'un choix de vie. Voilà. À un moment, moi, j'ai plus de compassion. Ma compassion, elle va pour mes compatriotes, pour les citoyens, pour les plus défavorisés, qui sont les premières victimes de l'insécurité et de la délinquance, et pour les policiers et les gendarmes. Autre cap franchi, vous dites l'explosion des homejacking. Oui. On aurait pu d'ailleurs connaître bien pire. Vous dites que lors des émeutes de 2023, seule l'intervention d'unités comme la BRI ou le GIGN ont évité des pillages de masse dans les maisons individuelles. Oui, la BRI, le GIGN et le RAID, il y a deux facteurs qui ont évité que les voyous rentrent dans les pavillons. D'abord, c'est qu'il faut le dire quand même, le ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a donc très bien réagi en faisant tapis, comme on dirait aux cartes, c'est-à-dire qu'il a envoyé tout ce qu'il avait. Alors, il fallait que ça marche, ça a marché. Heureusement, que ça n'a pas duré trop longtemps, mais surtout, il y a l'autre facteur dont je parle aussi dans le livre, c'est que les gros voyous, ceux qui ont la main sur le stock considérable d'armes de guerre qu'il y a dans notre pays, ont refusé que les émeutiers s'en emparent. Si les émeutiers s'en étaient emparés, on aurait eu des dizaines de morts d'un coup. Et à ce moment-là, Vincent Roux, effectivement, il y aurait eu ce qu'on voit à chaque fois qu'il y a des razzias. Le 7 octobre, c'était une razzia. On a vu les razzias en Algérie dans les années 90, les années de plomb. On a vu les razzias au Liban, en Bosnie, etc. Ce sont les gens, des hordes, qui rentrent dans les appartements, dans les maisons, et qui pillent, qui violent et qui tuent. Et nous n'en sommes pas passés loin. Ah oui, bien sûr. Non, mais la seule différence entre ça
Et la situation actuelle, c'est que parce qu'ils ont besoin de la paix civile pour leur business, les grands délinquants refusent que les armes de guerre soient données aux émeutiers. Mais le jour où il y aura un événement qui, par l'émotion qu'il suscitera, sur une base sans doute sur une base ethnique ou culturelle, déclenchera une vague qui submergera cette rationalité business, à ce moment-là, ce sera la question que nos forces de sécurité auront à résoudre sur le terrain, ça c'est sûr. Oui, mais à l'inverse, vous dites que l'une des raisons pour lesquelles les voyous ne veulent pas justement que ces armes, vous dites, hein, il circulerait de quoi armer 10 000 hommes, soit une division. Oui, c'est militaire. C'est l'expression qu'a employée devant moi un membre du renseignement. Avec le matériel clandestin réparti sur notre territoire. Mais vous dites quand même que l'une des raisons pour lesquelles les voyous ne veulent pas que les émeutiers s'emparent de leurs armes et ne mettent pas plus de bazar qu'ils n'en mettent à ce moment-là, et bazar est un mot faible, c'est parce que dans ce cas-là, il y aurait le déclenchement de l'état d'urgence. C'est ça. Et là, ce serait pour les voyous une très mauvaise affaire. Bah bien sûr, ce sont des zones d'affaires. Non mais c'est du business. Et dans ce cas-là, il vaudrait mieux qu'il y ait un état d'urgence tout de suite. Alors, moi, je prône dans les solutions, puisque je pense qu'il ne faut pas attendre et subir une violence qui finira par exploser, parce que tous les faits générateurs, l'étincelle peut venir de 1000 manières aujourd'hui. Nous sommes exposés au quotidien à une vraie explosion de violence. Mais je pense, moi, qu'il faut être proactif. Une fois que le problème est identifié, dans mon livre, il y a une deuxième partie, c'est les constats. C'est les solutions. Première partie, les constats. Deuxième partie, les solutions. Et dans les solutions, je pense qu'il faut assumer le fait qu'il faut nettoyer. Et pour nettoyer, je suis favorable à des états d'urgence localisés, ce que la loi permet, et des opérations de contrôle de zone avec du ratissage, en utilisant évidemment des actions combinées police et justice, parce qu'il ne peut pas faire d'interpellation si derrière c'est pas traité judiciairement, et en s'opposant à la force qui serait éventuellement utilisée par les voyous contre ces opérations par une force d'un niveau équivalent. C'est-à-dire que si les armes de guerre sortent, eh bien la police et la gendarmerie utilisent les leurs. Vous savez, il faut reprendre la main, il faut que la peur change de camp. C'est aussi simple que ça. Vous dénoncez à votre façon une forme d'islamo-gauchisme, ou plus exactement d'islamo-immigratio-gauchisme. Le point commun entre ces trois phénomènes, c'est une sécession, dites-vous, par rapport à l'État. Oui, moi ce qui m'inquiète beaucoup, j'ai un chapitre qui s'appelle juste Gaza. C'est les conséquences de l'affaire de l'abominable attaque terroriste du Hamas le 7 octobre 2023 en Israël et des suites, les conséquences en France. L'ultra-gauche, y compris la France insoumise, c'est-à-dire y compris l'ultra-gauche qui est élue au Parlement, s'est aussitôt emparé du symbole qu'était Gaza, avec parfois des militants, Rima Hassan et d'autres, qui ont eu des positions ouvertement proches de celles du Hamas, pour consolider la sympathie qu'elle exerce auprès d'une partie de la population française d'origine arabo-musulmane à des fins électorales. Et ça va être très intéressant, et moi ça m'inquiète beaucoup, de voir ce qu'il en est aux élections municipales de 2026 et présidentielles de 2027, parce qu'on a là une agglomération c'est la convergence des luttes. Alors c'est pas celle dont rêvaient les gauchistes il y a 50 ans, mais c'est une conversion qui est contre nature en plus, hein, entre les islamistes et l'extrême gauche. On sait en Iran, à la fin des années 70, comment ça s'est terminé. Ils ont pris le pouvoir ensemble, et ensuite les islamistes ont massacré les gauchistes. Mais en ce moment, en tout cas, il y a ce travail. Et donc, le drapeau palestinien est devenu le drapeau qui symbolise tous les gens qui nous détestent et qui veulent renverser la démocratie de la République française. Thibaud de Montbrial, la France est décrite comme le ventre mou d'Al-Qaïda. Vous dites que par Al-Qaïda. Et par Al-Qaïda, oui. Comme vous dites que la menace terroriste, d'ailleurs, est repartie à la hausse. Oui, la menace terroriste est repartie à la hausse. Vous savez, dans l'histoire du terrorisme islamiste de ces 30 dernières années, il y a toujours eu des vagues. Là, on est en période de réarticulation. Il y a beaucoup d'islamistes qui ont été en Irak et en Syrie qui sont sortis de prison. Mais il y a également Daesh et Al-Qaïda qui ont appelé cet été, pour la première fois depuis longtemps, à frapper partout en Occident et en particulier en Europe. Et puis, vous avez une haine islamiste en France, auprès de jeunes qui sont français ou qui sont étrangers, mais qui vivent en France, qui monte, qui est avec, je vous dis, cette instrumentalisation de l'affaire de Gaza, cette hystérisation, un très grand antisémitisme complètement débridé, énormément d'actes antisémites, mais aussi antichrétiens, qui augmentent.
beaucoup plus que les actes anti-musulmans. Je les condamne tous. Toutes les discriminations religieuses sont condamnables. Mais en vrai, en France, aujourd'hui, il y a une explosion des actes antisémites, une explosion des actes antichrétiens et une légère augmentation des actes anti-musulmans. Tout ça est très, très inquiétant parce qu'on a un pays qui se disloque autour de failles de plus en plus profondes. Dernière question, avez-vous célébré la panthéonisation de Robert Badinter ? Robert Badinter est un grand avocat. Mais on focalise beaucoup sur la question de la peine de mort, mais il a fait énormément de mal à notre système pénal. Toutes les lois qui ont été abrogées, en particulier entre 81 et 83, sont des lois qui nous ont beaucoup manqué sur les 40 dernières années pour éviter que l'autorité ne s'effondre dans les termes qu'on a expliqués au cours de cet entretien. Donc un grand avocat, un homme libre indiscutablement, un homme d'une très grande culture et d'une dimension qu'on trouve très peu aujourd'hui dans la politique française, qui est vraiment d'une grande médiocrité. Il fallait le mettre au Panthéon ? Personnellement, je ne l'y aurais pas mis. Quand on lit Pierre Brochand, l'ancien patron de la DGSE, ce week-end dans le Figaro, on se dit quand même qu'il va être très très compliqué de sortir de cette situation. C'est une question de courage politique et de volonté. Le Machiavel dit, je paraphrase, que l'être humain a beaucoup de mal à voir le mauvais temps arriver quand il fait beau. Avec quelques autres, nous le voyons arriver. Mais moi, je ne me résigne pas. La fin de mon livre, c'est un message, ça peut paraître paradoxal après un quart d'heure d'entretien comme ça, mais c'est un message d'espérance. C'est qu'à partir du moment où on a compris ce qui est arrivé, il faut rétablir l'ordre, mais je vous disais tout à l'heure, c'est un socle, et ensuite, par la culture et l'éducation, redonner envie à toute la jeunesse qui vit en France, française et étrangère qui veut vivre en France, d'être fière d'être française. Nous sommes un pays aux racines gréco-latines, de tradition judéo-chrétienne, il faut restaurer cette fierté française. Ernest Renan disait la France est un héritage de gloire et de regret. La France est un héritage de gloire et de regret. Assumons tout et reconstruisons-nous autour de la figure des héros français. Le temps de l'héroïsme pour notre génération, je pense qu'il est en train d'arriver. Merci beaucoup Thibaud de Montbrial. France, le choc ou la chute, c'est un livre glaçant, édifiant mais indispensable, et c'est à lire et c'est aux éditions de l'Observatoire. Pendant ce temps, 2 députés de la majorité, dont un, entre-temps, est devenu ministre, dénoncent dans un rapport le coût faramineux des accords de 1968 facilitant l'immigration algérienne en France. On en reparle dans un instant avec le député des Yvelines et un des 2 auteurs du rapport, Charles Rodwell. Ils appellent à sa remise en cause. Problème, le ministre de l'Intérieur ne semble pas vouloir en entendre parler, comme ce que laisse entendre son interview chez nos confrères de France Inter et ce qu'il dit sur la situation et le besoin de rétablir des relations avec l'Algérie. La discussion avec l'Algérie, de toute façon, il faudra qu'à un moment, il y ait un bouger aussi dans les discussions. Vous savez, moi, je suis ministre de l'Intérieur. Ma préoccupation, c'est la sécurité de nos concitoyens. Je comprends que la tension qu'il y a actuellement avec l'Algérie fait qu'on n'a plus de relations sécuritaires avec eux, d'échanges sécuritaires. Je peux vous dire que pour un ministre de l'Intérieur, c'est un problème. C'est un gros problème. Voilà. Donc il faudra forcément qu'il y ait un bouger là-dessus. Et puis l'autre difficulté... Ça veut dire quoi, c'est un bouger là-dessus? Mais il faudra un moment qu'on reprenne le dialogue avec les Algériens sur les questions de sécurité, d'échange d'informations. Attendez, là, je vous parle d'antiterrorisme, hein. Je vous parle d'antiterrorisme. On parle de narcotrafic. À un moment, il faut donc il faudra, et en tout cas moi je veillerai, je ne sais pas comment, mais je veillerai en tout cas à ce qu'à un moment on reprenne langue, évidemment, à un niveau technique, à un niveau sécuritaire, mais ça me paraît important. Monsieur Nunez, on a l'impression qu'on est perdant-perdant, c'est-à-dire qu'ils ne reprennent pas les OQTF et en même temps, on n'a pas d'informations sur le renseignement. Oui, mais en tout cas, il faut que ça bouge. Et puis en même temps, il faudra évidemment qu'on ait de nouveau la reprise du flux des laissez-passer et Comment des il faut que ça bouge? Je vais Vous avez appelé votre homologue? Je vais m'y atteler. Je n'ai pas appelé mon homologue. Bonjour Charles Rodwell. Bonjour, merci pour votre invitation. Pour rétablir les relations avec l'Algérie, Laurent Nunez semble avoir une idée assez claire, c'est d'enterrer l'idée de remettre en cause les accords de 1968. Allez-vous être victime de la raison d'État ? Vous formulez bien votre question. Moi, j'ai un respect infini pour Laurent Nunez. D'ailleurs, je pense que chacun qui nous écoute, qui nous regarde, qui lit Laurent Nunez depuis des décennies, sait qu'on a de la chance de l'avoir au ministère de l'Intérieur. Donc, je pense qu'il a des informations. C'est ce que vous pensez quand vous écoutez cette interview, après avoir fait tout le travail inédit que vous avez fait ? Non, mais on n'a pas le même point de vue sur cette question. Je rappelle que Laurent Nunez est ministre de l'Intérieur. Il a occupé toutes les fonctions régaliennes de ce ministère. Je suis un député parmi d'autres de la Commission des Finances. Moi, j'ai fait cette analyse d'un point de vue financier, économique, sanitaire, social, des conséquences de l'accord de 1968. Nous avons notre point de vue qui est celui de Gabriel Attal, qui est celui d'Édouard Philippe, qui est celui de la majorité.
En tout cas, c'est la position que nous portons sur ces accords. Notre position, elle est assez simple, en fait. Elle est de dire un citoyen algérien, uniquement algérien, je ne parle pas des binationaux, doit rentrer dans le droit commun, c'est-à-dire qu'il doit être considéré comme un étranger comme un autre, et un citoyen franco-algérien doit être considéré comme un citoyen français comme un autre. Et c'est le sens de la remise en cause de ces accords de 68, mais je respecte évidemment le point de vue du ministre de l'Intérieur. Ah oui, mais si on respecte le point de vue du ministère de l'Intérieur, encore une fois, tout votre travail, on va y revenir, risque d'être mis à la poubelle, ou peut-être, dans le meilleur des cas, remisé au placard. Revenons sur le fond de votre rapport. Je peux rebondir sur ce point-là, parce que le débat sur les accords franco-algériens de 68 a toujours, y compris mes propres positions et mes propres prises de position, pardonnez-moi, concentré sur le volet régalien du débat. Et je pense que cette dimension, elle est importante. Mais si on ne se focalise que sur la dimension régalienne, on oublie une autre dimension régalienne. Les laissez-passer, les questions sécuritaires en France, la relation sécuritaire entre la France et l'Algérie, qui est une question fondamentale. Mais ce n'est pas la seule. Le rapport que nous avons remis, à mon avis, il a suscité l'intérêt de tout un chacun parce que nous avons étudié la question économique, la question sociale, la question financière des relations entre nos deux pays. On y revient. D'abord, revenons donc sur le fond. On le rappelle, les accords de 68, c'est une série de dispositions qui permettent aux Algériens de profiter de conditions avantageuses pour immigrer en France. Et là, effectivement, vous l'avez évoqué à l'instant, vous dites que ça pose un premier problème, un problème presque constitutionnel. Bien sûr, parce qu'en fait, l'accord de 68 a été détourné de son intention initiale. C'est ça le comble. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand vous aviez le gouvernement français et le gouvernement algérien, ils ont signé cet accord pour limiter l'immigration entre nos deux pays. Ils voulaient la limiter à une immigration de travailleurs français qui vont en Algérie et surtout de travailleurs algériens qui viennent en France. Ce qui fait qu'il suffit juste de lire les articles de 68. Ils sont assez simples à lire, assez simples à trouver. Ils proposent de limiter drastiquement l'immigration familiale et l'immigration pour soins. C'est uniquement à cause des décisions qui ont été prises après 68, depuis 50 ans, qui ont fait que l'accord a été détourné de son intention initiale. Et ce qui arrive à un point, c'est qu'il y a une rupture du principe d'égalité. Non pas d'égalité entre les citoyens français et les citoyens étrangers, mais entre les citoyens étrangers. Il y a une préférence algérienne par rapport aux citoyens étrangers en France. C'est ça qui soigne de votre rapport. Votre formulation est assez juste. Elle a une limite, c'est qu'il y a une partie des dispositions qu'on a votées depuis X années qui ne s'appliquent pas aux citoyens algériens. Donc, par exemple, vous avez le regroupement familial qui est facilité pour les Algériens par rapport à des citoyens étrangers extra-européens. Guinéens, mais vous avez des dispositions, je pense par exemple au passeport talent. Le passeport talent, c'est quoi? C'est un visa qui est accordé à des gens très hautement qualifiés qui veulent venir en France et dont on a besoin pour la richesse nationale, dont les citoyens algériens ne peuvent pas bénéficier au titre et à cause de ces accords-là. Donc on est dans une situation de comble où d'une part, il y a des dispositions qui sont appliquées de manière bénéficiaire aux citoyens algériens et il y a d'autres dispositions dont ils ne bénéficient pas du fait de ces accords. Pour moi, on nage vraiment dans une situation paradoxale dont il est temps de sortir. Ce qui est intéressant aussi dans votre rapport, on va le revoir, c'est que vous dites qu'il y a donc une rupture d'égalité, donc un problème constitutionnel, mais que le comble, c'est que ce sont les juges qui auraient dû être les premiers à voir ce genre de problème, qui sont non seulement passés outre, mais ont ouvert des jurisprudences qui allaient encore plus loin que les accords. Alors là, pour le coup, je ne dis pas tout à fait ça. Pourquoi? Parce que ce serait trop facile de jeter à 100% la faute sur les juges. Effectivement, il y a des décisions... Vous ne le dites pas, mais vous écrivez quand même. Pardonnez-moi, si je prends par exemple l'immigration familiale, le regroupement familial, en 1968, lorsque l'accord a été signé, il proposait de limiter drastiquement l'immigration familiale. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le regroupement familial est favorisé dans l'accord? Parce que vous avez un secrétaire d'État, donc un ministre, en 1976, Paul Dijoux, sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, qui non seulement a créé le regroupement familial dans la loi, et ensuite a pris toute une série de décisions réglementaires et ministérielles pour faciliter l'immigration familiale entre la France et l'Algérie. Et ensuite, après cette décision politique, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État et plusieurs cours de justice ont pris des décisions en cette faveur-là. Ils auraient pu retoquer. Ils auraient pu dire, non, il y a un problème de rupture d'égalité. Et donc, ils auraient pu retoquer. Ils n'ont pas retoqué. Moi, vous savez, et encore, ils sont allés plus loin. Je vois beaucoup de mes femmes politiques qui critiquent les décisions de justice matin, midi et soir. Il y a une partie de leurs critiques qui peuvent paraître légitimes. Mais là, en l'espèce, voilà, je crois, un bon exemple qui montre que les décisions juridiques de la justice ont été prises après des décisions politiques que nous pouvons remettre en cause.
Qu'est-ce qui vous permet de dire qu'il y a une surreprésentation des Algériens dans les dispositifs les plus coûteux pour les finances publiques? Alors, merci pour votre question. Lorsque nous avons fait l'analyse sur l'accord de 68 et le coût pour les finances publiques, c'est une chose importante cela. On a séparé les questions qui étaient liées à l'accord de 68 et les questions qui n'étaient pas liées à l'accord de 68. Deux exemples rapides. La rétention administrative, la question des OQTF. C'est une question qui est très douloureuse, importante entre nos deux pays. Ce n'est pas une question qui dépend directement des accords de 68. Deuxième exemple, le logement social. Évidemment que le logement social est une question compliquée entre nos deux pays. Ce n'est pas une question qui est liée directement à l'accord de 68. Donc quand on a fait le calcul, le coût pour les finances publiques et pour les dépenses sociales, on a séparé les questions qui étaient directement liées de l'accord et les questions qui n'étaient pas directement liées à l'accord de 68. Pourquoi? Parce qu'on a voulu faire une analyse financière la plus stricte et la plus détaillée possible, sans tomber dans du jargon politicien pour tromper les gens. Et donc sur la question des dépenses sociales, vous avez des questions comme le RSA, comme l'aide sociale aux personnes âgées, comme les retraites, où oui, la question algérienne est une question épineuse, non pas pour les individus qui en bénéficient, mais parce que la France applique des dispositions que l'Algérie n'applique pas. Les cas le plus frappant quand même, c'est l'histoire des retraites. Oui. Donc, prenons un exemple pour que ce soit compréhensible par tout le monde, parce que c'est une question qui était très compliquée à discerner dans le travail qu'on a fait. Et d'ailleurs, j'appelle mes collègues parlementaires à poursuivre ce travail de manière beaucoup plus détaillée. En tout cas, moi, je vais m'y atteler. Si on prend un Algérien qui a travaillé 40 ans de sa vie, 20 ans en France, 20 ans en Algérie, la Convention de la Sécurité sociale de 1980, qui dépend de l'accord de 68, dit, bon, comme il a travaillé la moitié de sa vie en France et la moitié de sa vie en Algérie, la France doit lui verser la moitié de sa pension. Moi, je considère que c'est légitime. Il a contribué la moitié de sa vie en France, et évidemment qu'il touche la moitié de sa pension de retraite par la sécurité sociale française. L'accord dit aussi que l'Algérie, la sécurité sociale algérienne, la Caisse nationale de retraite algérienne, doit lui verser l'autre moitié de sa pension. Or, dans des milliers de cas, l'Algérie ne le fait pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La France compense ce manquement en versant ce qu'on appelle l'ASPA, l'aide sociale aux personnes âgées. Et pourquoi on est obligé de compenser? Et donc, moi, quand je donne cet exemple-là, jamais mon intention n'est évidemment de pointer du doigt des personnes qui ont travaillé toute leur vie, qui sont parfois devenues françaises et qui bénéficient d'une retraite. Si on continue comme ça, l'Algérie ne sera jamais en face de... Et ces personnes-là ne se retourneront jamais devant ceux qui doivent les payer, de ceux qui doivent verser les pensions, c'est-à-dire l'État algérien. Mais c'est bien pour ça, monsieur, que je fais ce rapport. Pour le rendre public. Vous savez, moi, ça ne me fait pas nécessairement plaisir. Vous voyez, comme vous d'ailleurs, quand vous avez mis cette émission, je suis attaqué matin, midi et soir sur les réseaux sociaux et autres. Mais la raison pour laquelle je fais ce travail, c'est que je pense que les parlementaires et les Français méritent que le débat soit clarifié. Après, vous savez, la raison d'État, pour revenir à votre première question, chacun jugera du bien fondé ou non de la remise en cause de ces accords. Moi, je respecte l'avis de tout le monde. En revanche, ce que j'ai essayé de faire à travers ce débat et ce travail avec mon collègue Mathieu Lefebvre, c'est d'éclairer le débat en faisant tout simplement la lumière sur tout un cas de dispositions qui, à mon avis, moi, à titre personnel, ne me semble pas acceptable. Pas acceptable pour les Français, pas acceptable pour ces citoyens algériens et pas acceptable pour la relation entre nos deux pays qui, à mon avis, mériterait d'être normalisée. Il y a une dette de l'Algérie donc sur les retraites, sur la sécurité sociale et vous dites aussi sur la délinquance. Alors, la question spécifique, par exemple, de la délinquance. Ce que nous disons spécifiquement dans le rapport, c'est que la rétention administrative, donc les personnes qui sont retenues pour trouble à l'ordre public, avant d'être expulsées vers le territoire algérien, est évidemment, ou non d'ailleurs, est évidemment une question très tendue entre nos deux pays. Mais cette question n'est pas une conséquence directe de l'accord de 68. Moi, je pensais que si, au départ, quand j'ai démarré ce travail. Mais factuellement, quand j'ai lu les articles et quand j'ai lu les décisions qui ont été prises après, c'est une question qui pose problème entre nos deux pays, mais ce n'est pas une question qui dépend directement des accords de 68. Et donc, si je donne des exemples qui sont frappants, je me dois aussi de dire la vérité, c'est que voilà un exemple qui est très tendu entre nos deux pays, sur lequel, évidemment, il faut qu'on mène une riposte et un bras de fer. Mais ce n'est pas une question qui dépend directement des accords de 68. En revanche, il y a une autre question qui dépend des accords de 68, c'est quand même les dépenses sociales, oui. Et en particulier la dette sociale et notamment la dette hospitalière. Tout à fait. Donc la dette hospitalière, bon exemple. Vous avez une dette hospitalière publique et une dette hospitalière privée. Donc la dette hospitalière publique, c'est dire combien la sécurité sociale française doit
aux hôpitaux algériens, combien la sécurité sociale algérienne doit aux hôpitaux français. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez une dette hospitalière dans les deux sens, du fait de ces accords. Et je considère que cette dette hospitalière, dans les deux sens, publique, pose un vrai problème. Elle est chiffrée. 430 millions d'euros de 2018 à 2024 de la France vers l'Algérie, 102,5 millions d'euros entre 2018 et 2024 de l'Algérie vers la France. Ce qui pose un problème complémentaire. Mais pourquoi on doit de l'argent Permettez-moi juste de finir. Parce il y a plus d'Algériens qui vont se faire soigner en France que de Français qui vont se faire soigner en Algérie. Je vais finir, je vais répondre à votre question, mais le point que je m'apprête à faire est important. Sur la dette privée, à savoir ce que des citoyens algériens doivent à la France, nous n'avons pas de données consolidées à l'échelle nationale. Pourquoi ? Ce n'est pas une question de rétention de fonctionnaires idéologisés dans les ministères. Moi, je veux dire, j'ai travaillé sur ce rapport avec des centaines d'hommes et de femmes qui travaillent à Bercy, au ministère des Affaires sociales, au Quai d'Orsay, au ministère de l'Intérieur. Je n'ai rencontré que des gens qui ont un sens de l'engagement et l'État incroyable. Okay. Le problème que nous avons, c'est qu'il y a un aveuglement systémique de l'État sur la mobilisation des données. Et nous appelons avec mon collègue à ce que l'État retravaille complètement la manière dont il mobilise les données pour que nous puissions calculer précisément combien vaut la politique publique. Charles Rodwell, la question de la dette, c'est très important. Vous dites, la France doit de l'argent à l'Algérie. Pourquoi et combien? Et vous avez dit 430 millions, pourquoi? Sur la dette hospitalière. Parce que vous avez des citoyens, alors là il faut bien décliner de manière extrêmement précise, vous avez des citoyens algériens et vous avez des citoyens binationaux franco-algériens du fait notamment des accords de 68 et de la Convention de la Sécurité sociale des années 80 qui ont accès à la sécurité sociale française au même titre que vous avez des citoyens français qui ont accès à notre sécurité sociale qui doivent être remboursés par la sécurité sociale algérienne. Donc c'est des citoyens algériens qui se font soigner en Algérie, mais comme ils sont franco-algériens, c'est à la France de payer. Non, vous avez deux sujets différents. Vous avez des citoyens algériens à part entière qui ont cotisé en France. Vous avez des citoyens binationaux franco-algériens qui ont accès aussi à la sécurité sociale française au nom de leur nationalité et au nom du fait qu'ils cotisent. Mais cette dette, il est important de préciser ce point-là parce que c'est l'étude que nous avons faite. Il y a cette dette qui existe dans les deux sens. Et donc, typiquement, pour assainir notre relation entre nos deux pays, je pense qu'il est temps de dénoncer ces accords et des conventions qui y sont liées pour retomber dans un régime de droit commun, au même titre qu'il existe entre la France et l'Érythrée, entre la France et le Japon, entre la France et le Canada, entre la France et la Guinée, entre la France et le Népal, pour que les citoyens algériens soient considérés comme des citoyens étrangers, comme les autres sur le territoire français, et pour que les citoyens franco-algériens soient considérés comme des Français, comme les autres, sur le territoire français. Les débats budgétaires démarrent. Allez-vous déposer un amendement pour remettre en cause ces financements? Tout à fait. Donc en fait, le travail que nous avons fait avec mon collègue aboutissent évidemment à des décisions de l'exécutif. Et l'exécutif prendra les décisions qu'il souhaite. Je suis rapporteur sur le budget de l'immigration à l'Assemblée nationale. J'avais déposé des amendements sur ces questions-là, comme sur d'autres, sur le droit d'asile, sur la rétention administrative, et je vais renouveler ces amendements cette année. Je vois de manière factuelle que l'exécutif a suivi une part de nos recommandations. Un exemple, le timbre. Quand vous voulez obtenir un visa en France, vous devez payer une somme pour obtenir ce visa. Cette somme, elle a été rehaussée. C'est une bonne première étape. Parce que ça veut dire que les étrangers contribuent plus à nos finances publiques qu'avant. Il y a d'autres décisions à prendre. C'est l'objet des amendements que je déposerai dans le débat. Un exemple d'autres amendements? Deuxième exemple, le droit d'asile. Aujourd'hui, le droit d'asile est très large. Et le droit d'asile bénéficie à des personnes qui viennent de pays sûrs et d'autres qui viennent de pays pas sûrs. Nous, ce que nous proposons, c'est de limiter, en tout cas, l'aide au droit d'asile aux pays qui ne sont pas sûrs. Et donc, les personnes qui viennent de pays sûrs pourront bénéficier du droit d'asile parce que ce n'est pas l'objet du budget, et nous baisserons l'aide. Ça, c'est bien dans le cadre des débats budgétaires qui démarrent aujourd'hui. Quels sont les autres moyens pour vous pour faire en sorte que votre travail ne soit pas vain? Parce que vous n'allez visiblement pas profiter de l'aide du ministre de l'Intérieur. Alors, c'est une question. Encore une fois, moi, je répète une chose, c'est que le ministre de l'Intérieur a accès à tout un tas d'informations depuis des années auxquelles je n'ai pas accès. Donc la position qu'il a prise sur France Inter qui a été diffusée est probablement mue ou expliquée par des faits que je ne connais pas. Moi, vous connaissez... pas le point de vue de son prédécesseur, en tout cas, apparemment. Moi, non, c'est vrai. Et moi, vous connaissez mon point de vue. Mon point de vue est de remettre en cause cet accord. Et donc, je continuerai à travailler sur ces questions comme sur d'autres à l'Assemblée. Je crois, et j'espère que ça a eu lieu, que ce rapport parlementaire permet d'éclairer nos débats sur des questions autres que la question régalienne. Et vous pouvez compter sur moi pour continuer à faire ce travail.
Merci beaucoup Charles Rodwell. Merci à vous. Le rapport d'information sur les implications juridiques et budgétaires des accords bilatéraux conclus en matière de circulation, de séjour, de santé et d'emploi à l'exemple de l'Algérie. Le titre est un petit peu long, mais c'est celui-là, c'est le titre exact de ce travail colossal, inédit, qui est un modèle du genre d'ailleurs, et qui est à lire et à retrouver sur le site de l'Assemblée nationale. Il fera référence. Merci beaucoup Charles Rodwell. Il a été arraché à l'enfer. Il a vécu la drogue, toutes les addictions. Laurent Gay vient donner aux plus jeunes quelques précieux conseils pour garder le cap ou même pour sortir comme lui de l'enfer. En attendant qu'il nous rejoigne en plateau, je vous propose de réécouter l'extrait d'une confession d'un ancien braqueur et toxico touché un jour de façon très étonnante. Après l'avoir été par la drogue, il l'a été par la grâce. Il y avait l'adoration. Au début, il y avait l'adoration et moi, je ne savais pas. Vous avez le Saint-Sacrement qui est exposé à Paray-le-Monial, puisque c'est un sanctuaire d'ailleurs qui est dédié à ça. Au Sacré-Cœur. Au Sacré-Cœur. Et donc, vous avez donc le Saint-Sacrement. Donc, il y a une procession avec l'encens du Saint-Sacrement. Et moi, là, mon côté africain, congolais, il reprend le dessus, et je me dis, attends, ils sont en train de prier une boule. Donc, c'est des sorciers. Et du coup, mais je me sens attiré par ce Saint-Sacrement-là. Et de là, mais quand je m'approche, je tombe à genoux et je commence à demander pardon. Mais je croyais que c'était le cannabis que j'avais fumé qui me jouait des tours. Or que c'était pas ça. Et j'entends une voix intérieure. J'entends rire ici. J'entends une voix d'intérieur qui me dit vas-y, va chercher, avec autorité, va chercher ce que tu as ramené, ma consommation de cannabis, et jette-le. Parce que moi, j'avais ramené pour que quand je fais mes 5 jours avec ses sœurs, ça marche pas, et je leur dis salut. Et là, j'ai été le chercher. Même là, mon côté businessman a repris. Je me suis dit, mais au lieu de le jeter, peut-être que je peux trouver un client. Mais je l'ai jeté. Je l'ai jeté. Et depuis ce jour-là, j'ai plus jamais fumé. Or que j'étais à 15-20 joints par jour. Bonjour Laurent Gay. Bonjour. La drogue n'est pas seulement une addiction physique, elle s'attaque à l'âme, elle me vole mes joies et mes rêves. C'est ce que vous écrivez dans votre livre. Oui, exactement. Ça nous prend tout. C'est une véritable courtisane qui va jusqu'à nous voler notre âme. Ouais. En quoi ça vole notre âme ? En fait, ça nous prend d'abord le contrôle de notre vie, le contrôle de nos pensées. C'est obsessionnel, la drogue. Et sur le plan spirituel, je pense que ça nous ouvre malheureusement des portes au diable. Pourquoi ? Parce qu'on est dans le mensonge, on est dans le vice, on est dans tout ce qui est l'opposé à la vie, tout ce qui est l'opposé à la joie, en fait. Il y a d'autres addictions, et vous l'assurez, il est toujours possible de s'en sortir. Je le crois, sincèrement. Je crois qu'on a quelque chose au-dedans de nous, si on arrive à le découvrir, on pourra se projeter. Pour sortir de toute forme de drogue, il faut une motivation supérieure. Et cette motivation supérieure, alors ça peut être l'amour, ça peut être la foi, ça peut être se donner dans une œuvre, se donner pour un pays. Mais en tous les cas, je pense qu'on est capable de pouvoir sortir de cette spirale infernale. Comment, justement, vous y êtes tombé et comment vous en êtes sorti ? D'abord, comment vous y êtes tombé ? Je dirais, il y a plusieurs facteurs. L'environnement, moi j'ai grandi dans ce que j'appelle le quartier. Alors aujourd'hui, ça va un peu mieux. Zombieland, c'est-à-dire entre Porte de la Chapelle et Porte d'Aubervilliers, les Parisiens vont bien connaître ce quartier sur le boulevard Ney. Donc ça, c'était déjà un environnement qui n'était pas super favorable quand on grandit un peu dans ces quartiers. Alors, je ne veux pas stigmatiser les quartiers, loin de là, cette idée en tous les cas. La maison. Donc, j'ai pas vécu vraiment... pourtant, j'avais un père, une mère, un frère, mais il n'y a pas beaucoup de langage d'amour. J'étais un enfant qui avait peur, terriblement peur, en fait, de la vie. Un cadre, ça sécurise. Hein, et puis, un éducateur, il est là pour nous faire grandir. Nos parents sont les premiers éducateurs, voilà, pour qu'on s'épanouisse. Et du coup, moi, pour revenir à la joie de vivre, j'avais très peu de joie de vivre, en fait. Et puis après, il y a le produit. Donc, le produit, quand on rentre dedans, au départ, on y trouve... quel a été votre premier contact avec le produit ? Les copains.
Les copains. Moi, j'étais un enfant qui a été dans une première phase harcelé. J'ai subi, voilà. Bon, j'avais un trouble de l'apprentissage. Donc, je me suis retrouvé très vite dans une classe, dans une école, on va dire, une école de quartier. Je me suis retrouvé dans une classe où, voilà, en primaire, il y en avait déjà qui avaient redoublé 3 fois. Il y en avait un 4 fois. Donc, c'est ce qu'on appelait à l'époque des classes de transition. Donc, ces garçons, ils m'ont fait du mal. Voilà. Et en fait, en règle générale, moi, j'ai rien dit à personne, mais au-dedans de moi, il y a eu comme une grosse violence. Et généralement, quand il y a un profil de personne qui va mal, généralement, ça se manifeste par une violence, agressivité, ou la violence, on se la retourne contre soi. On retrouve ça chez certains jeunes, ce qu'on appelle l'automutilation, la scarification, ou tous les troubles du comportement alimentaire. C'est-à-dire, on va commencer à violenter son corps, et puis... l'autodestruction par la drogue, au départ, on y cherche une solution, on y cherche un moyen de soulager peut-être un vide, souvent un manque d'amour d'ailleurs. Et du coup, quand on y reste, c'est vraiment une autodestruction parce qu'on s'aperçoit qu'on est très très mal en fait. Et en fait, j'ai commencé comme ça. Il y avait tous ces facteurs qui ont fait que j'ai suivi une bande et puis très très tôt j'ai commencé à fumer du shit, j'en ai vendu un petit peu, les petits larcins, petite délinquance et puis très très tôt, 14 ans, 1978, je dis ça parce que pour les plus anciens entre guillemets, on est dans les années début sida et donc j'ai commencé à m'injecter un produit à l'héroïne par injection. Donc j'avais 14 ans, ça a été première expérience à l'héroïne et malheureusement j'y ai passé 17 ans en fait. Et vous avez été contaminé également. Oui. Comment vous en êtes sorti? Grâce à Dieu. Grâce à Dieu, en fait, alors c'est pas une baguette magique Dieu, hein. Il y a eu tout un chemin, ce chemin a été très très compliqué puisque je me suis retrouvé en prison. J'ai 24 ans, je me retrouve avec un chef d'inculpation qui est très très dur puisque c'est une rixe, j'ai été chercher de la cam, ça s'est mal passé, mon pote il s'est fait agresser, donc je le défends, rixe, accusé d'homicide, donc je me retrouve en prison à Fresnes. Fresnes, à l'époque, 1987, on est dans une période où la prison est très très dure, surpopulation, je suis le 4e d'une cellule de 3, et c'est à ce moment-là, donc à l'époque, aucun traitement contre le manque physique, aucune substitution ni rien. Donc je dors sur une paillasse, il y a 3 détenus qui sont là, voilà, et je vis un cauchemar parce que je vis le manque, la dureté de la rue, je la connais, la dureté de la prison, je la connaissais pas. Et là, je m'aperçois que c'est quand même très très chaud. On me fait un dépistage au bout de quelques semaines. On m'annonce que je suis porteur du VIH. À l'époque, on ne savait pas très bien, sida, séropositif. Moi, j'ai perdu ma compagne. Enfin bon, c'est très compliqué. Dans ma tête, je me mets à vriller. Donc, je laisse mes pensées être envahies de pensées de mort. Je me fabrique un objet tranchant. J'attends. Alors là, il y a quelques semaines qui se passent, hein. J'attends que les détenus ils s'endorment. Au moment de m'ouvrir les veines, j'ai aucune notion de la foi. Je suis pas croyant. La seule chose qui me fait peur, qui me terrorise, c'est pas de mourir. Primo, c'est de vivre. J'angoissais à l'idée de vivre. Mais il y a quelque chose au-dedans de moi, l'idée d'aller en enfer. Tout à l'heure, on parlait de cet enfermement dans lequel la drogue peut nous voler notre âme. Je perdais le contrôle. J'ai fait des choses, et c'est pas pour m'excuser, je fais beaucoup de mal. Aujourd'hui, si je fais ce que je fais, c'est certainement pour réparer le mal que j'ai fait. En tous les cas, à ce moment-là, j'avais terriblement peur de me retrouver dans ce lieu qu'on appelle l'enfer. Donc je m'adresse à Dieu, je connais pas Dieu. Je demande juste s'il peut... Comment vous connaissez l'enfer? Ah, je sais pas. J'ai marché un petit peu. Certainement, vous savez, on aime se faire peur dans les quartiers. Et j'ai traîné un petit peu avec des manouches qui étaient sédentaires, hein, c'est-à-dire qu'ils étaient plus... et eux, je peux vous dire qu'ils y croient en l'enfer. Et au mal et à tout ça. Alors peut-être que c'est à cause de ça, j'en sais rien. En tous les cas, j'avais terriblement peur d'aller en enfer. Et donc, c'est une lame dans les mains, hein, je crie vers Dieu en espérant qu'il m'ouvre les portes de son paradis. Et là, je ne sais pas très bien pourquoi, je me mets à pleurer. Je pleure, c'est pas mon habitude, je suffoque même, donc je veux pas réveiller les détenus. Et à ce moment-là, ce qui se passe à l'intérieur de moi, c'est très très compliqué à expliquer. C'est comme une espèce de songe éveillé. Je vois pas avec mes yeux de la chair, je vois avec les yeux de mon cœur, je vois une image, plutôt un visage. Ce visage, il y a 2 mots en filigrane
confiance, espérance. Pour moi, je crois à ce moment-là que c'est le visage du Christ. Je commence, avec le peu d'intelligence que j'ai, je commence à croire qu'il y a peut-être quelqu'un pour qui je compte. Et commence un chemin, je dirais, salvateur pour moi, parce que c'est-à-dire que pour moi, je lâche la lame, je commence à me battre contre tous mes petits démons, et puis bon, voilà, il y a des hauts, des bas, je sors de prison, la galère, elle est toujours là, mais il y a quelque chose qui est là, qui a été semé. Hein, moi, je dis toujours, une graine d'espérance qui est semée dans le cœur de quelqu'un, c'est un miracle qui se produit. Au cours de cette longue descente aux enfers, Laurent Garrigue, vous êtes également passé par un séjour en soins palliatifs, des unités de soins prévues pour les malades en fin de vie, et vous vous en êtes sorti, c'est très rare. En fait, oui, je me retrouve à l'hôpital Bichat d'ailleurs. Il s'occupait, à l'époque, on appelait encore ça, maladie infectieuse tropicale et infectieuse, je sais pas, un truc comme ça. Donc je me retrouve là-bas, j'ai le foie qui fibrose, donc je suis le foie qui est vraiment dur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand le foie est abîmé, mon système immunitaire est à moins 50 T4. On me dit que il me reste très peu de temps à vivre. Et donc, je rencontre un homme qui visite les malades, un bénévole. C'est devenu un ami d'ailleurs. Et c'est la première personne qui pose un regard sur moi. C'est la première personne qui est bienveillante. Et c'est lui qui me conduit dans une communauté religieuse qui accueille des malades en fin de vie, en soins palliatifs. Votre livre est formidable. Merci. Laurent Gué, parce que même quand on n'a pas envie de le lire, finalement, on est pris dedans et vous donnez plein de conseils, vous vous adressez à la jeunesse et vous relatez un certain nombre d'histoires, vous relatez un certain nombre de conseils et comme c'est à la fois une rédemption et une conversion que vous avez vécue, vous donnez un certain nombre de prières. Mais c'est vraiment plusieurs types de personnes peuvent le lire. Moi, j'ai une question qui me vient tout de suite à l'esprit en vous écoutant. Si un parent ou un grand-parent, aujourd'hui, est confronté à la drogue dans sa famille, un de ses enfants, qu'est-ce que vous lui conseillez? Alors, déjà, la première chose, que cette personne puisse demander de l'aide. Voilà. On se sent toujours impuissant. À qui? Alors, nous, par exemple, j'ai monté une association qui s'appelle Aidons-les à grandir. On a une ligne d'écoute pour les parents. Donc, voilà. Maintenant, il y a énormément de relais pour les personnes qui sont face à un enfant, un jeune, un ado, ou même un peu plus vieux. Voilà. Après, il faut bien comprendre qu'il est très, très compliqué d'aider une personne qui n'a pas besoin d'aide. Donc, il y a tout ce travail justement de sortir de ce déni, comprendre que l'addiction est une maladie, souvent une pathologie chronique. Alors bien sûr, avec des critères, mais en fait, il va falloir soigner cette personne. Donc, tout de suite, quand on a un enfant, un ado ou un plus âgé, mais qui va mal, on va essayer de voir ou un addicto, ou un psychologue, ou des personnes qui ont connu la galère. Moi, aujourd'hui, je me considère comme un patient expert par rapport à tout ce qui est dépendance. Et donc, surtout, essayer de les encourager et surtout qu'ils ne se culpabilisent pas, les parents. Voilà, parce que ça, c'est terrible, parce qu'on a l'impression que c'est de notre faute. Non, c'est pas votre faute. C'est pas vous qui avez donné un joint à votre enfant. Tous les hommes meurent un jour, mais peu vivent vraiment. C'est une phrase du film Braveheart que vous citez. Pourquoi, selon vous, et pourquoi dites-vous aux jeunes à qui s'adresse ce livre, vivre, c'est s'engager ? Parce que, en fait, je pense qu'on est fait pour trouver sa place. On est fait pour une mission. Et c'est comme ça qu'on va trouver, voilà, d'une certaine manière, notre véritable place, notre vocation, en fait. Et s'engager, le dépassement de soi, avoir ce goût dedans de nous de pouvoir se projeter pour donner de notre personne, c'est ça qui va nous permettre de trouver notre véritable personnalité et puis d'avancer. On n'est pas conditionné à la médiocrité, on est fait pour la sainteté. C'est ce que je leur dis aux jeunes. Et la sainteté, c'est un engagement de vie. Vivre, s'engager, c'est renoncer. À s'engager, c'est renoncer à certains mauvais choix, en tous les cas.
Merci beaucoup. Et pour essayer de trouver les bons choix, vous donnez quelques pistes, quelques conseils. C'est vraiment très très intéressant si vous avez des enfants, des petits-enfants qui doutent, qui galèrent, qui s'inquiètent. Si vous vous inquiétez, plus jeune, eh bien, vous avez un très beau livre, un très joli livre plein d'espérance, d'énergie. Merci Laurent Gué. Merci. Espère, c'est un véritable revigorant. C'est aux éditions Artege et on lui espère le plus grand succès. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Point de vue, c'est fini. On se retrouve demain, même heure, même endroit, avec Anne-Emmanuel Isaac.